j'ai déjà assisté à des procès, ce qu'on y voit est incroyable. Ce que disait un de tes invités précédents, Alain Soral, c'est que si le grand public pouvait voir ce qui se passait dans les salles de tribunaux, il serait abasourdi. C'est incroyable. Une génération qui ne se construit intellectuellement qu'avec des vidéos est une génération qui est foutue intellectuellement. Foutue. Le mal-être en France, la consommation d'antidépresseurs, etc., et la surconsommation de psy aussi, c'est pas parce que le frigo est vide, c'est parce que le cœur est vide en fait. C'est parce qu'il y a eu un effondrement religieux, une disparition de la spiritualité. Vous pensez vraiment que les gens qui vivent dans la misère en Afrique, au Proche-Orient, en Syrie, en Palestine, à Gaza, quand vous les voyez, ils souffrent, mais ils souffrent d'autre chose. C'est pas la même souffrance qu'en Occident. Il ne viendrait pas à l'esprit des Palestiniens de vouloir changer de sexe ou de se teindre les cheveux en bleu. On prépare l'opinion publique à d'éventuelles guerres contre telle ou telle puissance étrangère, contre l'Iran, contre la Russie, contre la Chine. Et même s'il n'y a pas de guerre, il faut maintenir les peuples dans un état virtuel de guerre. Même si c'est pas la guerre réelle, vous devez croire dans votre esprit que vous êtes en guerre. Vous êtes cerné par des ennemis extérieurs. Parce que si vous êtes dans cet état d'esprit, vous ne pensez pas à vous retourner vers votre chef d'État et lui demander des comptes. Un redressement général qu'il faut. Et là, ça me semble parti pour le chaos. Vraiment. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et mon invité, c'est un incroyable invité que j'ai aujourd'hui. Mon invité, c'est Youssef Indy. Écrivain, historien des idées et essayiste, il analyse depuis des années les fondements idéologiques et spirituels du monde dans lequel on vit. Ses travaux explorent les coulisses de la géopolitique, de la religion et du pouvoir, là où se construisent des récits qui dirigent les nations. Avec lui, on va essayer de comprendre la France d'aujourd'hui, le chaos politique, la crise morale, mais aussi le sens profond de ce basculement historique que tout le monde ressent sans forcément le comprendre. Youssef, comment tu vas ? Ça va et toi ? Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Non, c'est très gentil à toi d'accepter. Ça faisait longtemps que je voulais t'avoir et à profiter de tes analyses. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure hors caméra, mais je le redis, mon idée, c'est vraiment d'inviter des personnes qui vont nous apporter une analyse, quelque chose de profond, pour aider à comprendre. Parce que le but, c'est pas que je débatte avec toi ou que je te contredise. C'est vraiment une question d'avoir ta vision, avoir comment toi tu vois les choses qui se passent, que nous, forcément, on ne comprend pas. Et l'idée, c'est que vous, les amis, vous puissiez comprendre, réfléchir par vous-même à partir de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, abonnez-vous, partagez la vidéo. Ça nous donne beaucoup de force sur les réseaux. On a mis une petite cagnotte en description si vous souhaitez nous soutenir financièrement, à garder ce média libre et indépendant. On en parlera après. Mais voilà, n'hésitez pas. Tout est en description. Youssef, dans cette première partie, je vais t'interroger un petit peu sur tout ce qui est pouvoir, politique et un peu ce qui se passe en ce moment. On va commencer un petit peu sur un sondage que j'ai vu de l'IFOP en avril 2025 qui disait que plus de 75% des Français estiment que les dirigeants ne les écoutent plus. Et ça, c'est une question qui revient à chaque fois. Est-ce que notre démocratie actuelle, elle fonctionne toujours selon toi ? Comment toi tu vois les choses ? Ou c'est un système qui est devenu vraiment vidé de tout son sens ? On n'est pas dans un système démocratique, on est dans un système à la fois oligarchique et qui est même carrément, on peut le dire, totalitaire, avec une concentration des pouvoirs entre les mains de l'oligarchie ou de pantins de l'oligarchie qu'ils ont placé là. Donc il y a une vérolisation de l'État, de l'appareil d'État par des intérêts privés, donc qui utilisent l'État pour défendre leurs intérêts privés, qui s'opposent évidemment aux intérêts publics. Donc on n'est plus du tout dans un système démocratique, si tant est que la démocratie existait. Mais au moins à une époque, on peut dire qu'il y avait des dirigeants politiques en France jusqu'à De Gaulle, enfin avec De Gaulle, parce que, bon, si on reprend l'histoire de la République française, ce serait plus compliqué. Mais depuis le départ de Gaulle, progressivement, il y a eu en France des dirigeants politiques qui ont de moins en moins défendu les intérêts des Français. Et à partir de Sarkozy, véritablement, on a eu des chefs d'État en France et des réseaux, parce que ces chefs d'État comme Sarkozy en particulier et comme Macron ont été portés par des réseaux
étrangers, des réseaux de la haute finance, clairement, mènent une politique contre le peuple. C'est ce qui caractérise la séquence actuelle, où on peut même parler de guerre de cette oligarchie contre les peuples, et qui se traduit de différentes manières. C'est une guerre économique, et même au-delà, mais bon, je ne veux pas faire sauter ta chaîne, donc je vais m'arrêter là. Non, pas du tout, l'idée, c'est pas ça, c'est vraiment... parce qu'on voit vraiment même parfois la justice, tu vois. Au jour du tournage, j'ai vu, en fait, Juan Branco, par exemple, qui se présente un petit peu comme un candidat pour 2027. Il vient de se prendre 3 ans de suspension de son métier d'avocat. Et il juge en fait que même le droit, c'est devenu aussi un instrument de pression, tu vois, des choses sur lesquelles on se dit, même s'il y a des problèmes, le droit peut nous sauver. Le droit, il y a encore ça. Il y a encore, tu sais, au tribunal, on se dit, c'est impartial. Il n'y a pas de main derrière, il n'y a pas de main mise dessus. Mais même ça, si Juan Branco se prend 3 ans de suspension en tant qu'avocat, on se dit en tant que citoyen, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas envie de faire sauter ma chaîne. Bah, franchement, même nous, on a un petit peu peur. On se dit, bah, si même le droit ne peut pas nous aider, qu'est-ce que tu penses un peu de ce genre de décision? On n'a même plus confiance en le droit? Non, mais faut que les gens sortent de l'idée qu'on est dans l'incarnation du système politique de Montesquieu, avec la séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il y a une concentration des pouvoirs. Et l'appareil judiciaire est instrumentalisé par le chef d'État, par des réseaux, parce qu'on a quand même des ministres qui sont clairement identifiés comme des hommes de réseau, comme Darmanin, Retailleau et d'autres, et qui utilisent les ministères comme des outils de répression politique et idéologique. Moi, j'ai déjà assisté à des procès. Enfin, je veux dire, ce qu'on y voit est incroyable. Ce que disait un de tes invités précédents, Alain Soral, c'est que si le grand public pouvait voir ce qui se passait dans les salles de tribunaux, il serait abasourdi. C'est incroyable. Alors, je vais donner quelques exemples. On a des écrivains qui ont été persécutés par la justice, enfin pas par la justice, par des organisations, des associations qui défendent des intérêts étrangers et qui attaquent en justice des personnalités, des écrivains ou des humoristes pour les faire taire. Et on voit que la justice s'exécute. On voit aussi un deux poids, deux mesures avec des gens qui sont envoyés en prison parce qu'ils ont fait des déclarations pro-palestiniennes ou critiques vis-à-vis d'Israël. Et vous en avez donc avec la porte défoncée à 6h du matin, embarqués, tabassés, ainsi de suite. Et vous avez des gens qui se sont rendus coupables d'apologie de crimes contre l'humanité, ou même complices de crimes contre l'humanité, puisqu'il y a des gens qui donc des franco-israéliens qui se sont rendus en Israël à la frontière avec Gaza pour bloquer de l'aide humanitaire, ce qui est un crime de guerre, un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Eh bien, ces gens-là rentrent en France. Alors, il y en a quelques-uns qui ont fait l'objet de poursuites, qui font l'objet de poursuites, mais ils ont juste reçu une lettre. D'accord. Mais ceux qui ont fait des déclarations pro-palestiniennes ou anti-israéliennes se sont vus défoncer la porte de chez eux à 6h du matin. Donc, vous faites des tweets, vous faites des publications, on défonce votre porte, on vous tabasse, on vous jette en prison. Vous vous rendez complice de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, vous recevez une petite lettre. Voilà. Donc, et puis bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais et même on voit au niveau politique des règlements de compte. On utilise la justice pour évincer tel ou tel opposant politique. J'ai vu que Marine Le Pen, malgré son aplaventrisme permanent devant tous les réseaux possibles et imaginables, eh bien, a été condamnée, je crois, à 5 ou 10 ans d'inéligibilité, il me semble. Voilà. Et puis l'histoire, l'épisode François Fillon. Exactement. Qui a fait qu'on a sorti de la course
qu'on a sorti de la course pour favoriser Emmanuel Macron. Donc, mais c'est vrai que justement, ce système de 5e République, est-ce qu'il est à bout de course? C'est-à-dire c'est vraiment l'heure de changer ce système. Parce que c'est un système que là, on le voit encore aujourd'hui, c'est élection, on prend 2-3 ministres, on les met à certains postes, ça marche pas, censure du gouvernement, on met d'autres mecs, on prend quasiment ces mêmes ministres, on les met à d'autres places. Alors, il y a deux choses. Il y a la 5e République en tant que telle. Le problème de la 5e République, c'est qu'elle a été faite par un homme pour un homme, c'est-à-dire le général de Gaulle. La 5e République, on l'appelle un régime monarchique présidentiel qui mêle, et a été mis en place, notamment avec le 49-3, originellement pour empêcher les partis politiques à l'époque du général de Gaulle qui faisaient d'une certaine façon de l'obstruction et qui empêchaient le général de Gaulle de mener la politique qu'il voulait. C'était la politique qu'il voulait, mais que voulait le peuple français. Donc là, en fait, la 5e République, c'est un régime avec un président fort, donc avec beaucoup de pouvoirs réunis entre les mains du président, pour qu'il puisse mener une politique que veut le peuple, d'où le suffrage, l'élection au suffrage universel. Donc c'est une rencontre entre le peuple et son président. Et donc avec un système qui permet au président de passer outre les partis politiques. Mais quand vous avez ce système-là, d'accord, avec à sa tête une oligarchie, parce que dans un de mes ouvrages, j'ai rapporté une étude de Bastamag qui met en évidence que pour une promotion de l'ENA, elle a pris l'enquêtrice, la journaliste, la promotion donc, des inspecteurs des finances. 55% d'entre eux ont fait ce qu'on appelle du pantouflage, c'est-à-dire qu'ils étaient inspecteurs de finances, ils sont passés dans le privé, société d'assurance, banque, et ils sont retournés dans le public. C'est le parcours d'Emmanuel Macron. Donc vous avez des entreprises privées qui cooptent des hauts fonctionnaires. Ces hauts fonctionnaires reviennent au sein de l'appareil d'État et mènent une politique non pas pour le peuple, mais pour leurs anciens patrons. Donc quand vous avez la 5e République entre les mains de ce type de réseau, eh bien, vous avez un système totalitaire. Vous voyez ? Donc, en fait, la 5e République est très utile et efficace dans une période, par exemple, de troubles où vous faites face à des puissances étrangères ou même des réseaux à l'intérieur de votre pays qui veulent vous empêcher de mener votre politique. Là, c'est efficace parce que d'ailleurs, un des inspirateurs de la Constitution, René Capitan, de la Constitution de la 5e République de 1958, était très influencé par un penseur politique allemand qui s'appelle Carl Schmitt et qui était favorable à ce qu'on appelle le décisionnisme, c'est-à-dire le pouvoir entre les mains du président, un pouvoir suffisamment grand, suffisamment important pour décider rapidement et mettre en œuvre ces décisions rapidement. Et ça, c'est très utile quand vous êtes dans une période politique troublée, qui était celle du général de Gaulle, parce que je rappelle que dans ses mémoires de guerre, il explique que pour ramener l'ordre en France, il s'est fait dictateur. Il a instauré la dictature au sens romain, c'est-à-dire rétablir l'ordre. Donc ce système-là il n'est pas bon ou mauvais, mais il a été totalement perverti par cette oligarchie qui a pris le contrôle de l'appareil d'État. Et ce qui se passe en ce moment avec tout ce qui est... on a l'impression que... on a vu Gabriel Attal qui disait que le président s'accroche à sa place alors qu'il ne devrait pas, il devrait démissionner. Et de l'extérieur, en tout cas, on voit qu'Emmanuel Macron, par exemple, le président, il ne veut pas lâcher le truc, quoi. Il reste. Là, aujourd'hui, au jour du tournage, il dit aussi que s'il y a une censure encore, il va encore dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on va garder ce genre de système bancal jusqu'en 2027 ? Comment vous voyez la chose ? On est parti pour... En fait, Emmanuel Macron avait dissous l'Assemblée nationale.
il y a eu un résultat où la première force politique, la force politique qui est arrivée en tête, c'était l'Union de la gauche. Et il n'a pas respecté le résultat. Donc il a imposé son gouvernement. Il n'a pas respecté parce qu'il a pris des gens qui n'étaient pas du tout en fait de cette. Mais il a mis ses fidèles ou ses alliés comme Bayrou. Bayrou s'était quand même imposé. C'est une autre histoire. Mais bref. Et donc. Il n'a pas mis des gens de gauche, quoi. On attendait des têtes de gauche. Non. On n'a pas vu ça. Non. Donc il en a fait qu'à sa tête. Il a mis en place des gouvernements successifs qu'il peut contrôler au lieu d'une cohabitation. Ce qui signifie que très clairement, de toute façon on l'a vu durant la période Covid notamment, on est dans un état d'exception. C'est-à-dire un état où la Constitution est suspendue ou partiellement suspendue. Où on prend des décisions, là encore, c'est propre à la Ve République, en cas d'urgence, on prend des décisions en passant par-dessus l'Assemblée nationale. Et quand on a des copains au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État, ça facilite les choses puisqu'ils valident toutes vos prises de décision, même les plus délirantes. Donc Emmanuel Macron exerce un pouvoir total. Quand je dis Emmanuel Macron, c'est lui et les réseaux qui le portent, dans un contexte d'état d'exception, qui ne dit pas son nom. Mais bon, l'état d'exception, en général, c'est quand vous êtes en guerre. Alors, c'était la guerre contre le terrorisme, après, c'était la guerre contre le virus invisible, ensuite, c'est la guerre contre la Russie. Il y a toujours une guerre. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron maintient cette rhétorique. Il faut toujours combattre un ennemi extérieur, ce qui justifie l'état d'exception. Donc manifestement, ça va se poursuivre. Il s'en fout, lui. Il peut changer de Premier ministre tous les mois ou tous les 2 mois jusqu'en 2027. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer en 2027. Est-ce qu'on a des conséquences pour nous? Par exemple, nous qui sommes citoyens, cet état un petit peu comme tu viens de le dire, tu as ce truc de... Il faut toujours maintenir une sorte d'urgence. Une fois, c'est la Russie, une fois, c'est l'Ukraine. Maintenant, il fallait soutenir Israël. Avant ça, comme tu as dit, il y avait le Covid. On a des décisions. J'avais vu une étude du Sénat qui disait que 62% des textes législatifs sortaient de l'Union européenne et qu'en fait, on adaptait ça en France. Finalement, on n'est même plus trop souverain. C'est-à-dire que les lois viennent de l'Union européenne. Et nous, on voit ce système. C'est quoi les conséquences pour nous? Parce que nous, on voit une crise, on voit la baisse du pouvoir d'achat, tout ça. Les gens, ils galèrent, quoi, les citoyens. Est-ce que c'est dû à ça? C'est quoi les conséquences pour nous finalement? Parce que les gens, ils s'intéressent même plus à la politique. Il y a les conséquences sont multiples. D'abord, vous n'avez pas, comme je l'ai dit, de président ou de gouvernement qui défend vos intérêts, qui vous représente. Parce que déjà en 2017, je l'avais dit dans un entretien à l'époque, après l'élection de Macron, j'avais parlé d'un coup d'État institutionnel. C'était un coup d'État de l'oligarchie. Le fait qu'il soit élu? On l'a imposé. On a imposé un candidat qui avait la majorité du temps de parole lui était attribué. Il faisait la couverture de tous les magazines, tous les journaux. Ça a été un candidat imposé. Il est poussé par qui? Les banques? Il était ancien banquier de chez Rothschild? Alors, il est poussé par qui? C'est très simple. Il suffit d'écouter ceux qui le poussent. Ils le disent, ou lui-même. Il a dit dans un entretien, ça a été rapporté... ça a été rapporté en tout cas par Marianne, où il dit « J'ai dit à David de Rothschild que j'étais sa protection, j'étais son hedge, sa couverture. » Il n'y a pas de couverture. Oui, il a travaillé pour David de Rothschild et il s'est retrouvé directeur associé chez Rothschild par on ne sait quelle opération, puisqu'il n'avait pas les compétences pour. Et c'était le plus jeune associé gérant de chez Rothschild. Si vous écoutez Jacques Attali, il dit « J'ai fait Emmanuel Macron, je l'ai inventé. Personne ne le connaissait. Clair et net. Je l'ai imposé, je l'ai inventé. Le tout Paris l'a connu grâce à moi. » Donc il s'en vante. Alain Minc le dit.
Alain Minc dit c'est moi qui ai présenté Emmanuel Macron à David de Rothschild. Donc on a Alain Minc qui nous dit que c'est lui qui a fait rentrer Macron chez Rothschild. On a Jacques Attali qui dit clairement que c'est lui qui a créé Emmanuel Macron en annonçant à l'avance qu'il serait le futur président de la République. Et on a Emmanuel Macron qui dit qu'il était la couverture de David de Rothschild. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Pas besoin d'aller dans des détails ou des spéculations. Il suffit d'écouter les principaux protagonistes. Donc, conclusion, Emmanuel Macron est un homme de la finance. D'ailleurs, je citerai aussi Gaël Giraud, qui est un économiste français, jésuite. Je le cite parce que c'est quelqu'un de tout à fait mainstream, professeur à l'université de Georgetown, quelqu'un de très respecté, qui a déclaré il y a quelques années chez Thinkerview, le média Thinkerview, il a dit qu'Emmanuel Macron est un enfant soldat, comme les enfants soldats du Congo, l'enfant soldat de David de Rothschild. Donc on lui a demandé de s'expliquer. Et il a dit David de Rothschild a une revanche à prendre sur l'État français depuis la nationalisation de la banque Rothschild en 1981 par Mitterrand. Et il dit, je cite Gaël Giraud, vous pouvez retrouver, il dit David de Rothschild poursuit un objectif eschatologique qui est la privatisation du monde. L'eschatologie, c'est la fin des temps. Voilà. Donc on a cet économiste qui est aussi théologien, qui est tout à fait respecté. D'ailleurs, on l'a plus vu en France. Hein. Il est parti aux États-Unis ensuite parce qu'il s'est fait attaquer par le journal Le Monde, par différents médias. On l'a traité de complotiste et d'antisémite. Bref, après cette déclaration, on ne l'a plus vu en France, dans aucun média en France. Justement, ça me permet tout de suite de rebondir. D'ailleurs, j'espère que ça vous plaît, les amis, parce que ce genre de déclaration, ce genre de rapport de force que tu apportes aujourd'hui, on ne le voit pas dans les médias mainstream, parce que justement, les médias mainstream appartiennent à des gens un peu clés. Tu vois. J'avais vu que Vincent Bolloré, par exemple, détient CNews, anciennement C8, Europe 1. On a Patrick Drahi qui a BFM TV, RMC. Et les médias, de base, normalement, c'est un contre-pouvoir. Mais aujourd'hui, ça te fait sourire parce que c'est pas vraiment le cas, je pense, selon toi. C'est devenu, en fait, un petit peu un instrument de pouvoir, comme un autre. C'est-à-dire que t'as des gens qui prennent des décisions politiques qui concernent tous les citoyens. Et les médias, au lieu de remettre un petit peu en question ou ne serait-ce qu'interroger pour que chacun puisse réfléchir, ils appuient dans le même sens. C'est-à-dire, en fait, tout découle, passe par les médias et on est obligé de gober, entre guillemets. Est-ce que c'est ta vision aussi ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? C'est le propre d'un système oligarchique où vous avez des oligarques qui contrôlent des médias, des hommes politiques. Parce qu'en fait, si vous combinez tous ces différents réseaux qui ont à peu près les mêmes intérêts, bon, après vous avez toujours des concurrences internes, des oppositions, etc. Mais en gros, le catholique Bolloré, son objectif, c'est pas de restaurer la monarchie. Voilà. C'est clair, même s'il se présente comme catholique. D'ailleurs, lui et Patrick Drahi ont le même amour pour Israël et mettent autant d'argent pour défendre Israël en France. Donc on a affaire à des gens qui sont ce qu'on appelait à une époque des cosmopolites, même s'ils se prétendent de droite, défenseurs de la nation, etc., qui ont mis la main sur les médias. Donc c'est ce qui façonne les cerveaux, pour parler de tant de cerveaux disponibles, comme Patrick Lelay à l'époque, qui façonnent les cerveaux. On a ces mêmes oligarques qui ont sous leur coupe des hommes politiques. Je rappelle que derrière Nicolas Sarkozy, il y avait déjà à l'époque Vincent Bolloré. Quand il a été élu en 2007, il a passé des vacances sur le yacht de Vincent Bolloré. Donc Vincent Bolloré, qu'on nous présente comme un patriote français, défenseur, non, je veux dire, non, il a appuyé, il a soutenu le candidat des États-Unis, puisque Sarkozy lui-même se qualifiait Sarkozy l'Américain.
mais quand il faisait son jogging, un jour, il mettait un t-shirt du FBI, et un autre jour, c'était un t-shirt de la CIA. Et d'ailleurs, Wikileaks a révélé que durant la campagne présidentielle de 2007, quand il était ministre de l'Intérieur, eh bien, l'ambassade des États-Unis en France recevait régulièrement des visites de Nicolas Sarkozy et de son équipe, déjà à l'époque. Et ça, c'est des déclarations d'officiels américains. Donc, on a un Vincent Bolloré qui est derrière les hommes politiques qui ont détruit la France. Mais Vincent Bolloré, en quelques années, en moins de 10 ans, il a multiplié sa fortune par 3. Je vous invite à regarder les statistiques de l'effondrement du niveau de vie et de l'inflation des Français. Donc, les gens de droite, entre guillemets, qui s'imaginent que Vincent Bolloré défend les intérêts des Français, regardez qui Bolloré a soutenu, soit des agents des États-Unis, soit des gens qui sont quasiment les porte-parole du Likoud en France, comme Éric Zemmour. À quel moment ces gens-là défendent les intérêts des Français ? Puisque ils sont favorables à l'Union européenne, favorables à l'euro, favorables à l'OTAN. Nicolas Sarkozy a réintégré la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Vous avez entendu Bolloré critiquer ça ? Vous avez entendu les chaînes de Bolloré critiquer cela ? Non. Donc on pourrait énumérer. Mais malgré ça, par exemple, Vincent Bolloré, il avait C8. Malgré toute la mainmise qu'ils peuvent avoir, comment ça se fait que l'Arcom, ils ont réussi à, entre guillemets, supprimer cette chaîne ? En fait, vous avez, comme j'ai dit, en France, une opposition aussi idéologique. Donc vous avez des oligarques, vous avez un système complexe, composé de différentes forces, qui s'opposent sur certains points. Alors Vincent Bolloré, lui, c'est le soutien de l'extrême droite. Voilà, de la parole d'extrême droite, pro-israélienne, pro-Netanyahou. Mais il y a des forces internes en France, tout aussi oligarchiques, qui ne sont pas de droite, donc qui vont s'opposer à l'influence de Bolloré, qui vont être plutôt tendance de gauche, entre guillemets, ou plutôt globaliste. Voilà. L'Arcom, par exemple ? Alors, l'Arcom, je ne sais pas qui compose l'Arcom, okay. Mais je veux dire, on n'a pas vu l'Arcom s'illustrer dans la défense de la liberté d'expression et dans la pluralité de parole dans les médias. C'est vrai. Je veux dire, non. Alors, l'Arcom s'est très certainement fait le relais d'autres puissances, puissances d'argent, qui ne veulent pas voir Bolloré tout envahir. Donc, en fait, ils ont chacun leur chasse gardée, leur territoire, et c'est un rapport de force interne. Mais pour le Français de base, pour le citoyen de base, qu'est-ce que ça change ? Que des médias soient entre les mains de Bolloré ou Patrick Drahi ou je ne sais quel autre oligarque, ça ne change pas grand-chose. Mais justement, là, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, il y a des médias, même sur Twitter, des grosses pages qui ont plus d'1 million de followers, genre Serfia, qui se font racheter par des personnalités d'extrême droite. On a parlé tout à l'heure du TikTok même, que j'avais pas l'info, c'est toi qui me l'as rapporté, et tu me dis que TikTok a été racheté. A été racheté par un milliardaire israélo-américain, ami de Netanyahou. C'est dingue. D'ailleurs, c'est Netanyahou lui-même qui l'a annoncé. Dans une conférence de presse, quand il était aux États-Unis, il était face à des influenceurs pro-israéliens, qui sont d'ailleurs payés $7,000 le tweet pro-israélien. Ça, j'ai vu. Ouais. Et il leur dit, nous, on doit contrer les attaques de Candace Owens et de Tucker Carlson. Comment ? Eh bien, en prenant le contrôle de médias comme TikTok. Et en fait, c'était quelques jours avant le rachat de TikTok par un ami de Netanyahou. Et il a aussi dit qu'il fallait parler à Elon Musk, qui est un ami, pour qu'en gros, il censure la parole critique vis-à-vis d'Israël. On en parlait justement de tout à l'heure, on va finir un petit peu par ça, parce que t'as les médias comme toi, par exemple, sur Twitter, sur X maintenant, tu as beaucoup de followers, et pourtant tu remarques que tu te prends parfois des shadow ban. T'as des tweets c'est pas parfois, c'est... Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Elon Musk a racheté Twitter, donc c'est devenu X.
Et puis, il a mis en place l'espèce d'abonnement, là, la vignette bleue, qui permet d'augmenter sa visibilité, etc. C'est ça. Et d'accéder à de nouvelles options. Et j'ai joué le jeu, donc j'ai pris la vignette, etc. Et c'est vrai que j'ai vu le nombre de vues de mes tweets exploser. J'étais à 200 000, 500 000, avec des pics à plus d'1 million, 1 500 000. Et puis, il y a une pression de l'Anti-Defamation League aux États-Unis, qui est l'équivalent de la LICRA aux États-Unis. Ouais. Elon Musk s'était opposé à eux, puis il est parti en Israël à l'invitation de Netanyahou. Et ensuite, il est allé à Auschwitz, visiter Auschwitz. Ensuite, il est retourné aux États-Unis. Et là, je veux dire, je suis passé, pas que moi, hein, mais il y a eu même Bassem Youssef aux États-Unis, qui avait un compte Twitter à plus de 10 millions d'abonnés, lui constatait un shadowban drastique. Donc moi, je suis passé de 200 000, 500 000 et 1 million de vues à 3 000 vues de mes tweets. Voilà, mes tweets. J'ai 71 000 abonnés ou plus de 71 000 abonnés. Maintenant, la plupart de mes tweets ne dépassent pas 3 000 vues, même après 10 heures, 11 heures ou 24 heures. Ça reste bloqué à 3 000. Donc, oui, je veux bien. Elon Musk apporte peut-être une liberté d'expression sur certains sujets. Mais en fait, vous avez le choix entre la censure de gauche, wokiste, globaliste, ou la censure néoconservatrice pro-israélienne. Voilà. Donc vous avez la démocratie, c'est à peu près ça. Bah, vous avez le choix entre Soros et Netanyahou. Le choix, il est cornélien, là, on ne sait pas trop aller. D'ailleurs, les amis, il y en a certains qui m'en ont voulu parce que j'ai sorti l'interview de Dieudonné, que je trouvais que c'était un artiste qui méritait au moins d'être entendu durant 1 heure, 1h30, et qui puisse au moins déballer ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait sur le cœur, parce que je le sentais affecté un petit peu par tout ce qui lui arrive en ce moment. Tu parlais tout à l'heure de liberté d'expression. Il y a certains qui m'ont voulu de censurer certains mots, etc., par sécurité. C'est justement pour éviter ça. J'essaie au maximum d'éviter ce genre de censure, parce que YouTube, c'est encore plus, je t'expliquais tout à l'heure, c'est encore plus dur, parce qu'il suffit qu'il y ait un mot, quelque chose, un truc de travers, pour que la monétisation saute, se prendre un shadowban, diminuer la visibilité, etc., pour que justement ces contenus-là ne soient pas vus. Donc les gars, ne m'en voulez pas, c'est vraiment pas, c'est pas contre moi ou contre vous, c'est vraiment l'histoire de faire vivre le média. Quel choix il nous reste maintenant pour les médias, pour s'informer ? Parce que j'ai vu que les jeunes, à 82%, s'informent sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter. Donc, si là, maintenant, en plus, tu me dis que maintenant, on se prend des shadowbans sur les réseaux, notamment Twitter, où on pensait que c'était libre, entre guillemets. Ça l'est plus trop. TikTok se fait racheter aussi. Donc, en fait, tu as 82% des jeunes qui vont regarder des réseaux qui sont clôturés, renfermés sur eux-mêmes avec une information filtrée. Qu'est-ce qui nous reste comme solution ? La lecture. La lecture. C'est pour ça que moi, j'invite toujours les gens à lire. Alors, la lecture d'articles, il reste quand même des sites Internet, parce que c'est quand même plus difficile de faire disparaître des sites Internet. C'est pas comme le shadowban sur les réseaux sociaux. Bon, le shadowban est appliqué parce que ces réseaux appartiennent à des multinationales qui ont des intrications avec le pouvoir et qui défendent certaines idéologies. Donc, faut pas s'étonner. Voilà, quand on est sur YouTube, il faut jouer le jeu. Mais vous avez des sites d'information. Par exemple, avec Pierre-Antoine Plaquevent, on a créé il y a quelques années strategica.fr, où on est axé sur la géopolitique, politique internationale, philosophie politique, etc. Tu as reçu Alain Soral, il y a Égalité et Réconciliation. Vous avez d'autres sites, le Média en 442, Réseau International. Vous avez quand même un certain nombre de sites Internet avec des articles. Donc oui, les jeunes, il faut décrocher un peu des réseaux, des vidéos et aller lire. En fait, il faut comprendre que vous ne pouvez pas structurer une pensée, comprendre quoi que ce soit au monde qui vous entoure en vous abreuvant de vidéos d'1 minute, même en vous abreuvant des vidéos d'1 heure. Moi, j'en fais des vidéos, mais les vidéos ne sont qu'une porte d'entrée vers l'écrit, vers des articles, vers des livres. Parce que si comment dire, votre vision du monde, c'est une superposition de vidéos plus ou moins courtes, vous n'avez pas de pensée construite. Vous avez juste des images, des extraits, etc.,
qui ne vous permet... Moi, je le vois avec des gens avec qui je discute des fois. Je comprends très vite que leur référence, c'est des vidéos. Parce qu'ils me parlent de telle vidéo qu'ils ont regardée. Mais quand je parle avec eux, je me rends vite compte qu'ils n'ont pas de pensée. C'est totalement décousu. Il n'y a aucune cohérence, aucune vision du monde. Mais quand vous parlez avec des lecteurs, des gens qui lisent les livres, vous pouvez vraiment tenir une discussion sur un sujet et le développer. Alors, quand vous discutez avec des jeunes qui ne se sont abreuvés que de vidéos, vous voyez, ils vous parlent de ce qui les a touchés émotionnellement. Ah, t'as vu ça, t'as vu telle vidéo, etc. Mais ces vidéos-là, donc vous en avez retenu, même si c'est des conférences que vous avez regardées d'1 heure, de 2 heures, elles ne vont pas s'imprimer dans votre mémoire. Une vidéo que vous avez regardée, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous l'aurez oublié. Mais le livre que vous aurez lu, le livre que vous avez eu en main physiquement et que vous avez lu du début de la première page à la dernière page, vous en retiendrez la teneur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Moi, j'ai 40 ans, il y a des livres que j'ai lus il y a 20 ans, ils m'ont marqué, je m'en souviens. Alors qu'une vidéo que j'ai vue il y a 20 ans, je l'ai oubliée. À la limite, vous vous souvenez d'un film que vous avez vu il y a 20 ans, mais déjà, voilà, c'est un récit avec un début, une fin. Donc, les vidéos ne sont qu'une porte d'entrée. Essayez quand même d'aller lire quand il y a un sujet qui vous intéresse, abordé dans une vidéo, éteignez votre ordinateur, votre téléphone, et vous procurez, avant de l'éteindre, vous le commandez. Ouais, regardez jusqu'au voilà. bout la vidéo, et puis après... Et vous le procurez, et vous le lisez. Et vous allez avoir un autre plaisir que celui de la vidéo. C'est vraiment très important, parce que une génération qui ne se construit intellectuellement qu'avec des vidéos est une génération qui est foutue intellectuellement. Foutue. Justement, en parlant de ça, je saute un peu sur l'occasion et je rebondis là-dessus. On a un chercheur du CNRS, Jean Viard, qui nous dit en 2025 qu'il y a une sorte de dépression collective en France. Ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, mais ça correspond quand même un peu à l'état d'esprit actuel en France. C'est dû à quoi? Il n'y a que le pouvoir d'achat et le fait de... On disait ça avec Dieudonné, c'est que maintenant, le problème des Français, c'est même pas le pouvoir d'achat, c'est de pouvoir manger. Donc, est-ce que c'est ça le problème principal qui fait que derrière, il y a tout ce qu'on a dit en amont de cette vidéo qui passe et on dit rien? Il n'y a personne qui se lève, il n'y a pas un soulèvement populaire qui se passe parce que les gens sont trop occupés à chercher à manger. Il n'y a pas que ça. Il y a la dimension matérielle, elle est importante. Les différentes révoltes qu'on a vues en France, les bonnets rouges en 2013, les gilets jaunes, les retraites, les manifestations contre le pass sanitaire, le pass vaccinal, etc. Tout ça a à voir effectivement avec des revendications d'ordre matériel ou de liberté. Ça, c'est clair. Mais le mal-être en France, la consommation d'antidépresseurs, etc., et la surconsommation de psy aussi, c'est pas parce que le frigo est vide, c'est parce que le cœur est vide, en fait. C'est parce qu'il y a eu un effondrement religieux, une disparition de la spiritualité. Vous pensez vraiment que les gens qui vivent dans la misère, en Afrique, au Proche-Orient, en Syrie, en Palestine, à Gaza, quand vous les voyez, ils souffrent. Mais ils souffrent d'autre chose. Ce n'est pas la même souffrance qu'en Occident. Je veux dire, il ne viendrait pas à l'esprit des Palestiniens de vouloir changer de sexe ou de se teindre les cheveux en bleu. C'est bien que le problème se situe ailleurs. Ce n'est pas un problème matériel, c'est un problème spirituel. Et ce problème spirituel, il a des conséquences qui sont identifiables sur le plan démographique, anthropologique, sociologique. Il y a des sociologues qui ont travaillé sur ces sujets-là, contemporains et anciens. Alors, vous pouvez lire des gens comme Jérôme Fourquet, par exemple, qui en parle de cela, ou Emmanuel Todd, qui parle du vide religieux, qui va conduire à un nihilisme, même à une décomposition du système politique. Dans un ouvrage qui est publié en 2008 qui s'appelle « Après la démocratie »,
il explique que l'effondrement de la démocratie en France est la conséquence aussi de l'effondrement de la structuration politique en France, entre une gauche qui était enracinée dans l'Église communiste et une droite qui était enracinée dans l'Église catholique. L'effondrement de l'Église catholique, qui est la conséquence de l'effondrement de la croyance religieuse, qui a été accélérée avec Vatican II, a conduit à un effondrement de la contre-Église, qui était le communisme et le socialisme. Donc vous avez un effondrement religieux dans un premier temps et un effondrement idéologique, c'est-à-dire l'effondrement de la religion traditionnelle et l'effondrement des idéologies modernes. Et donc ça va vous donner une société qui est atomisée et qui est en perte de sens, et donc qui va se tourner vers la violence, l'argent, etc. Et en haut, vous allez avoir un système politique qui va, d'une certaine façon, fusionner, où en fait, vous avez un Sarkozy qui va débaucher des socialistes. Il est de droite, il va former un gouvernement avec des socialistes. Et ça va se poursuivre et s'aggraver, notamment avec Emmanuel Macron. Cela ne va pas de soi. Un homme de droite qui prend des ministres de gauche, c'est la conséquence de cet effondrement. Mais si on va un peu plus loin dans l'historiographie, à la fin du 19e siècle, un grand psychosociologue, scientifique, médecin français qui s'appelle Gustave Le Bon avait vu cela. Il a dit, chaque fois qu'une religion s'effondre ou qu'une idéologie s'effondre, c'est-à-dire une pensée, une idéologie structurante, les institutions qui en découlent s'effondrent après coup. C'est ce qu'on est en train de vivre avec la Ve République. Et il dit, il s'ensuit une période de chaos jusqu'à retrouver une nouvelle religion. Et d'ailleurs, il écrit ça dans un de ses livres, La psychologie des foules, paru en 1896, et il dit, il annonce l'échec du socialisme. On est à la fin du 19e siècle. Hein. Le socialisme est en plein essor. Il n'y a pas encore eu la révolution bolchevique, etc. Il annonce l'effondrement du socialisme. Il dit pour une raison simple, c'est que les religions traditionnelles promettent un paradis dans l'au-delà, qui n'est pas vérifiable sur Terre. Il faut mourir pour le voir. Il dit, or, ces idéologies, comme le socialisme, permettent un paradis terrestre. Dès lors que ces idéologies auront fait montre de leur échec, auront produit leur échec matériel et qu'elles n'auront pas mené l'humanité à ce paradis qu'elles nous promettent, nous verrons l'effondrement de ces idéologies. C'est ce qui s'est passé avec le communisme, avec l'Union soviétique. L'expérience soviétique a été un échec et son échec a conduit à la disparition finale du communisme. Ou plutôt le contraire. L'effondrement du communisme conduit à la décomposition de l'Union soviétique. Et donc, pour une religion, c'est la même chose. Quand une religion s'effondre, c'est-à-dire qu'elle disparaît des cœurs pour des raisons multiples que je ne vais pas développer ici, eh bien, vous connaissez, la société connaît une phase de turbulence extrêmement grave. Alors, dans le monde occidental, ça va prendre une autre forme, un certain nihilisme, etc. Mais dans le monde musulman aussi, ça a pris la forme d'un nihilisme, sauf que ça ne s'appelle pas le nihilisme. Ça s'appelle le wahhabo-takfirisme. C'est autre chose, c'est une autre forme. Ça a l'air d'être de l'islam, ça a la couleur de l'islam, de loin, ça a l'air d'être de l'islam, mais ça n'en est pas. C'est comme les idéologies modernes. D'ailleurs, le wahhabisme est une idéologie moderne, tout comme le frérisme. C'est issu de la modernité, qu'on le veuille ou pas. C'est 18e siècle, 18e, 19e, 20e siècle. Ce sont les produits de crise, en fait. Et dans le monde occidental, ce sont des idéologies mortifères aussi. Le wokisme, le LGBTisme, c'est mortifère d'une façon totalement différente, mais c'est tout de même mortifère. Donc le fond du problème, il est religieux. J'ai été long,
mais c'est important. C'est très très important justement. On a la chance de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous aimez les amis parce que c'est des contenus qui sont rares sur Internet. J'avais Alain Soral. C'est pour ça qu'il faut lire les livres. Exactement. C'est pour ça. On essaie de pousser au max. C'est vrai que sur 1h, 1h30, on peut pas tout aborder non plus. Tu as raison de raccourcir un peu les sujets. Donc il faut pas hésiter à développer le truc. C'est Alain Soral, comme je te disais dans la vidéo, qui disait que certes, l'islam n'est pas compatible avec la République, mais le judaïsme non plus. Et le christianisme non plus. Rien n'est compatible avec la République. C'est exactement mot pour mot ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une stratégie qui a été mise en place par nos gouvernements ? C'est-à-dire que dès le départ, on a essayé un petit peu d'enlever la femme, c'est ce que disait aussi Alain Soral, de la mettre au travail. C'est-à-dire que moins elle est dans le foyer, mieux on peut formater un petit peu les enfants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient que même les pères, on essaie un petit peu de les sortir du foyer aussi. C'est-à-dire enlever un peu leur mainmise, essayer d'enlever l'autorité du père, casser un peu les familles, faire en sorte que les familles aient l'air de trucs un peu qui ne sont pas des familles classiques. Est-ce que ça a des conséquences ? On essaie de tout enlever en fait. On enlève la religion, on enlève les mères des foyers, on les met au travail. On essaie d'enlever l'autorité du père. On donne la possibilité aux enfants, par exemple, à la moindre fessée, au moindre truc. Ils ont la possibilité, par exemple, de porter plainte, d'appeler la police et d'alerter sur leurs propres parents. C'est vraiment j'ai l'impression de voir des petites mises en place comme ça qui sont faites pour que l'État puisse un petit peu formater dès le plus jeune âge les enfants. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, en France, on a le droit de changer de sexe, par exemple, très très jeune. Et pourtant, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire à 8, 10, 12 ans, mais changement de sexe, on a le droit. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie qui est mise en place par nos hauts dirigeants pour justement formater mieux ? Alors, tu as parlé de la République. Oui, bien sûr. Mais on va essayer de synthétiser. Oui, puis de remonter historiquement. Tu as parlé de la question que tu avais posée à Alain Soral et qui t'a répondu sur l'incompatibilité, on va dire, des religions traditionnelles avec la République. Alors, j'ai consacré un livre à ce sujet qui s'appelle « La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine ». En fait, dès le départ, les révolutionnaires français ont eu pour objectif, la quasi-totalité d'entre eux avaient pour objectif de faire tomber la monarchie et la République, faire tomber la monarchie et le catholicisme, mais remplacer la monarchie par une république, d'accord ? Et remplacer, pour certains d'entre eux, pour même beaucoup d'entre eux, remplacer le catholicisme de l'Église par une autre religion, la religion républicaine. Donc on a eu, à partir de la Révolution française et tout au long du 19e siècle, ensuite au 20e siècle, avec des pics de crise et jusqu'à nos jours, une guerre contre le catholicisme. C'est fondamental parce qu'on n'arrive pas à la destruction de la famille, la destruction de la distinction entre sexes du jour au lendemain. C'est un long processus. Et ce processus-là commence par la destruction de la religion traditionnelle. Puis ensuite, vous avez les idéologies modernes qui vont quand même être porteuses de certaines valeurs traditionnelles, des idéologies. Mais une fois que ces idéologies modernes se sont effondrées, eh bien là, il ne reste plus que le nihilisme. Donc la destruction de tout. De la société, de la famille, et maintenant jusqu'à l'identité de l'enfant. Et c'est une... Alors, est-ce que c'est un plan, c'était ça ta question, il n'y a pas besoin d'avoir un seul plan. C'est-à-dire que vous avez des mouvements idéologiques, ces mouvements idéologiques se transforment avec le contexte historique, mais ce qu'on remarque en France en particulier, depuis la Révolution française, c'est une guerre acharnée avec tout ce qui a rapport avec la tradition, la religion, etc. Pour revenir aussi à ce que tu disais, est-ce que c'est compatible avec le christianisme ? La République a fait la guerre au catholicisme. L'islam, pour des raisons d'immigration et de démographie, a remplacé le catholicisme aux yeux des laïcards, qui voient l'islam comme une résurgence de l'ennemi qu'ils ont tué, le catholicisme. Donc ils entrent en guerre contre cette nouvelle orthodoxie. Pour ce qui est du judaïsme, c'est une attitude quand même un peu différente. Et je vais l'illustrer en parlant un peu de Vincent Peillon. Vincent Peillon,
s'est fait l'héritier d'une tradition républicaine religieuse, c'est-à-dire qui a travaillé depuis la Révolution française à élaborer une religion pour la République. Il y a un certain nombre de noms, j'en parle dans mon ouvrage, Junius Frey, Saint-Martin, Balanche, Ferdinand Buisson, qui était à la tête de la commission parlementaire de la séparation de l'Église et de l'État en 1905, qui était lui-même le fondateur d'une nouvelle religion, une sorte de protestantisme réformé, une église ouverte à tout le monde. Et lui, Vincent Payon, se situe dans cette tradition-là. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont un fameux qui s'appelle « Une religion pour la République ». Donc lui, il est favorable à une religion pour la République. Mais il s'avère... Alors lui, c'est un anticatholique, puisqu'il dit qu'il faut abattre le catholicisme et remplacer le catholicisme par la religion de la République, qui existe, puisqu'il en parle. Mais lui-même n'adhère pas à cette religion de la République. Non, il n'y adhère pas. Il est juif, il est de confession juive, il fréquente la synagogue, il fête les bar mitzvahs de ses garçons, il est monté à la Torah lors de la bar mitzvah d'un de ses garçons, c'est pas des indiscrétions, hein, ça c'est dans la presse. Et donc il est orthodoxe. Il s'est marié 2 fois, les 2 fois il s'est marié avec des juives. Et une de ses filles, quand il était ministre de l'Éducation nationale, a fait un stage à l'ambassade de France en Israël. Mais c'est quelqu'un qui tient un discours extrêmement virulent contre le catholicisme et il est le promoteur d'une religion pour la République française. Donc, cette histoire de la République française, de cette religion et de sa relation au judaïsme, de même que sa relation au protestantisme est très particulière. Parce que la Troisième République, qui est véritablement la première République dont va hériter la 4e puis la 5e République, est la République certainement la plus maçonnique, le régime le plus maçonnique, surreprésentation des loges maçonniques. Pourquoi ? Parce que comme le dit Alain Bauer, il l'a dit d'ailleurs sur CNews, lors d'une discussion avec Éric Zemmour, à l'époque où il était co-animateur, bref, il a dit, donc lui, Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient de France, il a dit le Grand Orient, c'est-à-dire la loge maçonnique du Grand Orient, et l'Église est la boîte à outils de la République. C'est elle qui a fait la religion de la République, il le dit très clairement. Il est logique qu'il y ait une surreprésentation des francs-maçons dans la République, mais aussi une surreprésentation par rapport à la population en France de protestants. Et d'ailleurs, certaines grandes figures de la Troisième République étaient soit protestantes, soit mariées à des protestantes. Comme Jules Ferry, par exemple, était marié à une protestante. Donc, disons qu'il y a quand même des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a des religions amies de la République, le protestantisme, le judaïsme, et des religions ennemies. Et on a eu une surreprésentation, effectivement, dans la Troisième République, pas seulement dans la Troisième République, par rapport à ce qu'il représente statistiquement dans la société, surreprésentation de francs-maçons, de protestants et de juifs. D'ailleurs, Vincent Payon lui-même l'admet. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop dans le détail. Non, c'est très très bien parce que c'est des réponses très complètes et ça nous permet vraiment de comprendre un petit peu. C'est pour ouvrir des portes. Voilà, exactement. Et que ça découle, en fait, c'est une suite logique. Parce que tout à l'heure, j'avais vu quelqu'un qui en parlait sur Twitter qui disait que même l'éducation à la maison était interdite. C'est-à-dire que même ça, c'était entre guillemets une petite porte de sortie. Si tu avais vraiment les moyens d'éduquer ton enfant à la maison, même ça, on te l'enlève. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il va à l'école. Et à l'école, on est sûr à 90%, 95%, hors école privée, etc., qu'on va lui enseigner ce qu'on a envie de lui enseigner. Et aussi, surtout, les abrutir, puisque c'est statistique. En France, il y a eu une chute du niveau en mathématiques, et ça touche toutes les classes sociales. Mathématiques, grammaire, etc. J'avais cette statistique, justement. Ouais. Il y avait une étude en 2022-2023 où la France est classée, il y avait une étude sur 81 pays qui a été faite, la France était 26e en lecture et 34e sur 81
en mathématiques. Pour un grand pays comme la France, qu'est-ce que ça te montre à toi? Parce que les classements d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, c'était pas la même chose. Oui, La France était beaucoup mieux classée. Et là, en fait, on fait que dégringoler. Oui, c'est un effondrement général en Occident. Après, il faudrait voir les différentes statistiques. Mais les États-Unis aussi ont connu ça. Ils ont connu cette espèce de décrochage du niveau d'éducation à partir des années 60. Et on voit bien, à partir des années 60-70, conjugué à d'autres phénomènes, la financiarisation de l'économie, etc., comment dire, ça participe d'un effondrement général. Donc j'ai parlé de la religion, des idéologies, de l'économie, du système oligarchique, etc. En fait, c'est véritablement un tout. C'est-à-dire qu'on a un système qui est entièrement vérolé. Vous prenez l'hôpital, destruction de l'hôpital. Vous prenez de l'économie, destruction de l'économie. Vous prenez la liberté d'expression, destruction. Vous prenez la séparation des pouvoirs, abolition de la séparation des pouvoirs. Vous prenez la moralité au niveau politique et effondrement. En fait, c'est un effondrement civilisationnel. C'est pas simplement. C'est vrai que quand on prend les données séparées, on se dit ah oui, il y a une crise de l'éducation. Ah oui, une crise économique. Ah oui, mais en fait, c'est une crise générale. On est en train d'assister à un effondrement civilisationnel. Et ce n'est pas une ou deux réformes qui vont permettre un redressement général qu'il faut. Et là, ça me semble parti pour le chaos, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui de crise de sens dans la vie, dans le travail, dans la société, comme tu disais à l'instant. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que tu conseillerais, quelle serait ta vision pour changer un peu comme tu viens de le dire, il faut un changement un peu radical. Il y a des gens sur Internet qui poussent d'autres gens à dire, bah voilà, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une sorte de révolution, c'est une sorte de soulèvement populaire et de partir à zéro, entre guillemets. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que, par exemple, voter en 2027, retrouver en tout cas le chemin des urnes qui n'est même plus... les Français, franchement, s'en fichent en ce moment. Surtout les jeunes, on a vu une statistique, je ne sais plus, je crois que c'était 70% des moins de 25 ans qui ne votent plus du tout. C'est-à-dire que la politique ne les intéresse même plus. Ils ne regardent même plus les programmes, qui propose quoi. On s'en fiche complètement. C'est-à-dire qu'en 2027, qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'il faudrait vraiment... On a vu le cas du Népal, où il y a eu un soulèvement populaire des jeunes, etc., sur Discord. Est-ce que la France va vers ça? Est-ce que c'est au peuple de faire quelque chose? Ou 2027, ça va encore servir à quelque chose, à aller voter pour un candidat, à essayer de passer par les urnes, par la voie un petit peu démocratique, comme on a dit? Le problème, c'est que on parle de révolte, de révolution. Il y en a eu des révoltes, je dis, depuis 2013. Et puis il y a eu le pic des Gilets jaunes. C'était des révoltes, pas des révolutions. Ce qui manque aussi, c'est un projet politique, un véritable projet politique, un projet civilisationnel. Le problème, c'est que c'est pas simplement sortir de l'euro et réindustrialiser la France. Oui, ça, c'est quelque chose qui est primordial, qui est extrêmement important. Mais si vous vous révoltez, que vous n'avez pas de projet politique, bon, tout ce que vous allez faire, c'est peut-être réussir à renverser le pouvoir, mais après, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites si vous arrivez à renverser le pouvoir? Il manque un projet. Et si on veut faire un parallèle historique, puisque c'est quand même assez difficile aujourd'hui, puisque l'Occident est très avancé dans la décomposition, il n'y a pas vraiment de précédent historique. Parce que là, on est dans une phase post-religieuse et post-idéologique. Mais par contre, on peut faire un parallèle entre la France actuelle et la Russie des années 90. Il y a eu... Donc les années 80 se sont conclues par l'effondrement de l'Union soviétique. On peut dire que la France, sur le plan institutionnel et idéologique, en sont à peu près à ce stade-là, parce qu'on parle beaucoup de république, de républicanisme. Payon qui veut revivifier la religion républicaine, qui en fait qui est une religion méconnue du public. Vous ne pouvez pas faire fonctionner une société avec une religion occulte. C'est peut-être dans des loges maçonniques,
mais pas au niveau d'une société. Donc on voit bien qu'il y a une crise religieuse, et bien sûr pour eux, il est hors de question de restaurer le catholicisme, donc ils cherchent autre chose, parce qu'un effondrement du républicanisme, si tant est que ça existe, conduira à un effondrement de la République, du régime, auquel même les Français ne croient plus. C'est ce qui s'est passé dans les années 70-80, avec l'effondrement de l'Union soviétique. Ça y est, c'était à bout de souffle. Et ensuite, il y a eu les années 90, et là, au niveau socio-économique, ça ressemble un peu à la France, où vous avez des oligarques qui n'étaient pas forcément très russes, en tout cas qui n'étaient pas orthodoxes, qui ont mis la main sur les ressources de l'État russe et du peuple russe, et qui ont pillé la Russie. Donc la Russie était à genoux économiquement. Donc la France ressemble un peu, en moins catastrophique, à la Russie des années 90. Puis il y a eu une nouvelle phase, avec une reprise en main d'un pouvoir fort, donc un homme sorti du KGB et du FSB, avec son entourage, qui a pris le contrôle de l'État. Et là, ça correspond un peu au modèle gaullien, c'est-à-dire un militaire qui prend le pouvoir, qui arrive au pouvoir, et qui, ce sont ces mots, le mot de Gaulle, instaurer une dictature pour rétablir l'ordre. Donc il a fallu rétablir l'ordre en Russie. Donc mettre au pas les oligarques, etc., les mettre à contribution pour reconstruire le pays, ainsi de suite. Et parallèlement à cela, puisqu'il y a eu un effondrement idéologique du communisme, il y a eu une remontée du christianisme. C'est-à-dire cette religion qui avait été combattue par le communisme, tout comme le catholicisme combattu par la République. Et en fait, elle est remontée. Donc, quand vous voyez les statistiques, près de 90% des Russes se disent croyants, la majorité d'entre eux orthodoxes, etc. Bref. Mais la religion, c'est important parce que ça restructure la société. Si vous n'avez plus d'idéologie, ce que vous avez, c'est un effondrement et le chaos. Ce qui s'est passé en Russie, c'est précisément ce qu'expliquait Gustave Le Bon en 1896, en disant qu'après l'effondrement d'une idéologie, c'est son institution qui s'effondre, puis le chaos. Et donc la Russie a connu ces phases-là. Chute de l'orthodoxie, remplacement par le communisme, effondrement du communisme, effondrement du régime, puis le chaos, puis retour de l'orthodoxie. Et ce qui coïncide aussi avec le décisionnisme, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir d'un homme fort, d'un pouvoir fort, qui décide et qui exécute. On peut dire que l'État russe, en tout cas dans ses débuts avec Poutine, était très schmittéen. Il faut lire Carl Schmitt, très important, auteur très important. C'est du décisionnisme, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir et vous le prenez pour mettre et vous utilisez le pouvoir pour mettre au pas toutes les forces économiques, oligarchiques qui parasitent l'État. C'est ça que vous devez faire. Puis vous devez redresser, restaurer, combattre la criminalité, et ainsi de suite. C'est ça qui a été fait. Donc la France semble prendre un peu la même direction que la Russie post-soviétique. Donc on va avoir une période de chaos. Vous allez avoir... d'ailleurs, il y a eu un sondage récent qui a beaucoup inquiété les journalistes français. C'est une journaliste française qui en a parlé. Alors je ne sais plus où c'était, France Inter ou France Culture. Un sondage auprès des jeunes qui met en évidence que les jeunes Français veulent un pouvoir fort à la Poutine. C'est pas moi qui le dis. Hein. En plus, c'est une enquête d'une journaliste plutôt de gauche. Et qui explique pourquoi. Parce qu'en fait, les gens, dans une période de chaos ou d'anomie, ce qu'ils vont rechercher, c'est une autorité politique, une autorité étatique qui rétablit l'ordre. C'est de ça qu'ils ont besoin. Quelque chose de plus dur.
quelque chose de plus rassurant, qui est rassurant pour le peuple, mais qui est dur contre ceux qui martyrisent le peuple. Donc un président qui convoque les oligarques, qui les envoie en prison quand ils ont abusé, quand ils ont simplement abusé, quand ils ont pris le contrôle des ressources du pays, c'est-à-dire qui remet chacun à sa place et qui remet l'Église au cœur du village. Et quand vous avez une période de chaos, vous avez nécessairement ce désir-là du peuple de voir revenir des pouvoirs autoritaires. C'est ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, par exemple. Après la Première Guerre mondiale et après la crise de 29. Vous avez eu des pouvoirs forts, autoritaires ou des dictatures, presque partout. Portugal, Espagne, Italie, Autriche, France, Allemagne, dans un genre un peu énervé, même très énervé. Bref, chaque fois que vous avez des périodes de déstabilisation et de crise, vous avez un désir du peuple de voir monter un pouvoir fort. Et avec le chaos qui est produit par les dirigeants politiques en France, vous allez avoir une volonté non pas de démocratie, ou ce que montre l'enquête d'ailleurs de ce journaliste, pas un retour de la démocratie molle ou libérale, mais d'un pouvoir fort qui redresse le pays. Et bien là, justement, j'avais une question pour clôturer un peu tout ça. On parlait de religion et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'islamophobie? On le voit de toute façon, que ce soit sur les réseaux, etc. Cette religion, elle est ciblée. Donc, est-ce que c'est l'islam qui est une... On avait dit ça avec Fabrice Divisio. Il avait expliqué que l'islam était une chance pour les chrétiens, puisqu'en fait, ça poussait un petit peu les chrétiens à se remettre dans leur propre religion. Et les musulmans sont très attachés à leur religion et quoi qu'il arrive, ils ne s'en détachent pas. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a toute une... je sais pas, l'islam est toujours ciblé? Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est l'islam qui va devenir la première religion de France? Est-ce que c'est ça? C'est vers ça qu'on tend? Comment tu vois l'avenir de la France d'ici peut-être 10 ans, on va dire, à ce niveau-là? Alors, en fait, le problème, c'est que très souvent, les commentateurs en France et ailleurs qui parlent de l'islam, ils mélangent plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène démographique, l'immigration de masse. C'est pas l'islam, c'est l'immigration de masse. Et parmi ces immigrés, vous avez des musulmans, mais vous n'avez pas que des musulmans. D'ailleurs, ça occulte l'immigration subsaharienne qui est majoritairement non musulmane. Je ne sais pas si c'est majoritairement, mais en grande partie, en tout cas, non musulmane. Et donc, on va coller l'islam à un phénomène qui n'est pas religieux, qui est d'abord un phénomène démographique et qui est aussi la conséquence de décisions géopolitiques comme celle de détruire la Libye. Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, et ainsi de suite. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a quand même, dans cette déferlante migratoire que pointent du doigt des gens qui sont anti-islam, je leur ferai remarquer que ceux qui ont idéologiquement et matériellement encouragé l'immigration de masse ne sont pas musulmans. C'est des gens comme Soros, les réseaux Soros qui permettent à des immigrés de venir en Europe, ONG de George Soros, et quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, comme BHL, etc. Donc des néoconservateurs en Europe et aux États-Unis qui détruisent le monde musulman et qui provoquent ces mouvements migratoires de masse. Je dis ça pour les gens qui ont pour pas être méchants, pas vulgaires, des petits problèmes de raisonnement. Des gens d'extrême droite qui s'allient aux néoconservateurs et aux Israéliens alors qu'ils sont à l'origine des problèmes dont ils déplorent les effets. Quand vous avez un type pas très intelligent comme Damien Rieu, par exemple, qui est anti-islam, mais qui va en Israël et qui s'aplatit devant tous les néoconservateurs, il oublie, ou peut-être qu'il n'est pas au courant, que c'est eux qui sont à l'origine de ces mouvements migratoires de masse. Ce n'est pas les frères musulmans qui sont partis, qui ont pris la décision à
à la tête de l'État de détruire la Libye, même si ils ont participé à la destruction du monde musulman. Mais c'est encore... les frères musulmans sont d'abord des ennemis des musulmans avant d'être des ennemis des Européens. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a le discours exagéré sur l'islam, des laïcards dont je t'ai parlé, qui sont pas seulement anti-musulmans, mais ils sont globalement anti-religieux. Et tout ce qui touche, tout ce qui ressemble à de la religion traditionnelle, ils le vomissent. Bon, sauf quand c'est du judaïsme orthodoxe. Ça pourrait leur poser quelques problèmes. Quoique Jean-Luc Mélenchon, il est quand même passé d'une critique des femmes voilées, des musulmans, à une critique des fanatiques messianiques en Israël. Bon, il y a une certaine cohérence. Je dis bien une certaine, hein, parce que bref, il y a quand même aussi des incohérences. Et puis, il y a un autre problème qui est celui de l'indistinction des différents mouvements au sein de l'islam. C'est-à-dire que ceux qui parlent de l'islam, ils mélangent tout. Ils mélangent les frères musulmans, les salafis, les religions, les musulmans culturels, les musulmans progressistes, et ainsi de suite. Vous avez tout un pan au sein de l'islam de différents courants qui ne s'aiment pas forcément entre eux, même des fois qui sont des ennemis mortels les uns les autres. Et on nous dit c'est ça l'islam. Et donc on ajoute déjà de la confusion à une situation compliquée. Et viennent des bras cassés du CNRS, par exemple, à qui on commande des rapports sur les frères musulmans, le rapport que j'ai lu sur les frères musulmans, et qui racontent n'importe quoi sur les frères musulmans. Donc quand on travaille sur les frères musulmans, il faut un minimum de sérieux, comme sur tous les sujets. On ajoute à cela le non-dit, parce qu'on nous dit que les frères musulmans ont une grande influence, ils font de l'entrisme en France, etc. Et les frères musulmans font d'abord de l'entrisme parmi les musulmans. Ils ne font pas de l'entrisme dans l'appareil d'État français. Ce n'est pas eux qui prennent des décisions pour l'État français. Donc le non-dit, c'est les hommes politiques français, notamment de droite, et surtout de droite, qui ont reçu d'énormes cadeaux et beaucoup d'argent d'une pétromonarchie en particulier, à savoir le Qatar, qui finance aussi les frères musulmans. Alors, quand vous produisez un rapport sur les frères musulmans, vous dites qu'il y a un problème avec les frères musulmans. Oui, d'accord, ok, il y a un problème. Déjà, soyez précis sur le problème. Qui soutient les frères musulmans financièrement, le Qatar? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Il y a eu une enquête de Georges Malbruno et Christian Chesneau sur le sujet, d'hommes politiques et de femmes politiques français qui se rendent, en tout cas qui se rendaient à l'ambassade du Qatar pour avoir de l'argent, pour refaire sa salle de bain, des députés qui recevaient en cadeau du Qatar des Rolex à 6 000 euros, des ministres des Rolex à 80 000 euros. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux bien qu'on critique l'islam ou l'islam politique ou les frères musulmans, etc. Mais il faut aller au bout de la critique et nous dire qu'en fait, ceux-là même qui tapent sur l'islam, comme Nicolas Sarkozy, ils tapent sur l'islam, mais quand ils terminent leur mandat, son mandat lui en particulier, il va à Doha au Qatar et il fait une conférence de 40 minutes pour laquelle il est payé $100 000 euros. Vous ne trouvez pas ça étrange que les types qui tapent sur l'islam sont les mêmes types qui reçoivent de l'argent des pétromonarchies? Donc en fait, ce qu'il faut, là encore, on en revient à l'État, c'est-à-dire le décisionnisme est un État fort qui est capable de prendre des décisions cohérentes et non pas une sorte de gloubi-boulga où se mélangent et cohabitent d'innombrables réseaux avec des intérêts plus ou moins globalement concordants et sur les bords divergents et qui utilisent l'appareil d'État pour faire n'importe quoi. Détruire des pays musulmans ou non, augmenter l'immigration de masse. Une fois que les immigrés sont là, vous développez un discours anti-islam. Enfin, en fait, au final, s'il y a une cohérence, c'est la cohérence du chaos. Ce sont des gens qui sont à la tête de pays occidentaux, notamment la France, qui détruisent
les pays étrangers et détruisent leur propre pays. Et ça, c'est pas l'islam qui l'a fait. À la limite, l'islam ou l'islam politique, c'est une conséquence. C'est pas une cause. En tout cas, c'est très clair de ce que tu nous dis là sur tout ce qui est frères musulmans. J'allais te dire pourquoi c'est des ennemis des musulmans, mais en tout cas, tu l'as très bien expliqué là-dessus. Dans cette troisième partie, on va voir un petit peu tout ce qui est BRICS et la chute de l'Occident dont tu parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, les BRICS, ça représente à peu près 45% du PIB mondial. Pour quelqu'un qui n'est pas très formé en géopolitique, comme moi par exemple, ou ceux qui vont nous regarder, qu'est-ce que ça veut dire en fait que la montée des BRICS autant et que maintenant ça représente 50% quasiment du PIB mondial? Quelles conséquences ça peut avoir sur nous? Alors d'abord, les BRICS, c'est une organisation de coopération économique et commerciale, avec entre des puissances qui refusent le monde unipolaire. Ils le refusent, mais de toute façon, le monde unipolaire est terminé. Et donc, d'une certaine façon, qui rejettent, ou plutôt qui veulent réformer, qui n'ont pas réussi à réformer, le monde tel qu'il s'est dessiné après la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1944, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods, et des accords de Bretton Woods ont découlé un certain nombre d'institutions internationales. Des institutions internationales qui ont été créées par et pour les Anglo-Américains. Le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, mais l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, s'appelait le GATT et a changé de nom dans les années 90 et s'est appelé l'Organisation mondiale du commerce. Et ces institutions internationales, on peut aussi inclure l'Union européenne dans ces institutions anglo-américaines. Ce sont des institutions internationales qui visent à défendre les intérêts de l'oligarchie des grandes entreprises anglo-américaines. Et donc après l'effondrement de l'Union soviétique, on est rentré au début des années 90 dans ce qu'on appelle la séquence unipolaire, le moment unipolaire, c'est-à-dire le moment où les États-Unis contrôlaient le monde sans partage, puisqu'il n'y avait plus de rivaux géopolitiques. Ces rivaux géopolitiques ont réémergé. La Russie, la Chine, et puis des puissances moyennes émergentes, en Asie notamment, mais en Amérique du Sud, donc Brésil, Indonésie, Afrique du Sud, etc. Et donc ces puissances qui n'ont pas pu réformer les institutions internationales qu'elles n'ont pas créées, qui ont été créées par les Anglo-Américains, donc par les Occidentaux, ont créé une institution, les BRICS, qui est d'une certaine façon concurrente, même s'ils ne sont pas sortis des autres institutions, concurrente, pour faire contrepoids du moins, aux institutions qui sont sous le contrôle des États-Unis. Donc en fait, les BRICS, c'est la traduction d'une réalité. Et cette réalité, c'est la fin du monde unipolaire et l'émergence du monde multipolaire. D'ailleurs, un monde multipolaire qui a été annoncé dès les années 30 par Carl Schmitt, dont je vous ai parlé. Il dit, nous n'allons pas vers... À l'époque, c'était l'Union soviétique, les États-Unis. Il dit, le monde qui s'annonce n'est pas un monde bipolaire ni un monde unipolaire. Ce n'est pas un universum, et ce n'est pas un monde bipolaire, mais nous allons vers un pluriversum, donc un monde polypôle, avec différents pôles et centres de décision. Et en fait, nous y sommes. Nous y sommes. Donc, la première puissance économique mondiale par parité de pouvoir d'achat, c'est la Chine. La Russie, je crois, est à la 4e ou la 5e position. Les États-Unis ont une puissance économique en fait, qui est fictive. C'est des bricolages de chiffres qui s'appuient sur pas grand-chose, de l'économie fictive. Et donc, oui, voilà, les BRICS, c'est ça. C'est le reflet de cette nouvelle réalité géopolitique et géoéconomique. Et donc, ils arrivent à agréger autour d'eux de plus en plus de pays qui ne supportent plus en fait, d'être traités en esclaves par les États-Unis en particulier et les Occidentaux en général.
Et on a eu cette situation où l'Occident un petit peu s'est mis en conflit avec la Russie et ils ont essayé de dire que voilà, on va essayer un petit peu de paralyser l'économie russe. Finalement, est-ce que c'était un peu trop gourmand de leur part de se dire qu'ils vont essayer ou en tout cas ils vont réussir à mettre à mal un pays comme la Russie, que finalement on voit que c'est un échec un peu. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, il y a eu, du point de vue des Américains, je pense, deux objectifs. Infliger des sanctions à la Russie pour conduire à un changement de pouvoir en Russie, pour déstabiliser ce qui comptait là-dessus. Les sanctions économiques, en général, ça prépare une guerre, donc sanctions contre l'Irak, sanctions contre la Syrie notamment, sanctions contre l'Iran. Et c'est aussi pour préparer le terrain à un changement de régime. Donc ils pensaient que des sanctions extrêmement violentes contre la Russie feraient tomber Poutine. C'était ça le pari. Et il y avait un deuxième objectif plus pervers, et ça, j'ai traité de ça dans un livre qui s'appelle La guerre des États-Unis contre l'Europe, paru en 2023. Et le deuxième objectif plus pervers, c'était d'infliger des sanctions aux Européens, de pénaliser les Européens. Pourquoi ? Parce que les États-Unis voulaient, d'ailleurs ils ont détruit les gazoducs Nord Stream 1 et 2 pour couper le lien énergétique entre la Russie et l'Europe, pour mettre la main sur des entreprises européennes, donc racheter des entreprises européennes, ce qu'ils ont fait en partie, ils ont racheté des entreprises. D'ailleurs, on peut remercier Emmanuel Macron parce qu'il a vendu un certain nombre d'entreprises aux Américains. Et pousser les entreprises européennes, notamment allemandes, à se délocaliser et à se relocaliser, à se localiser aux États-Unis. En leur disant, voilà, le gaz est trop cher parce qu'on a détruit les gazoducs. Donc, au lieu d'acheter notre gaz qu'on va vous exporter, etc., et que vous devez en plus modifier, bien, venez sur le territoire américain et vous bénéficierez de gaz pas cher. Et en plus de ça, vous bénéficierez de subventions. L'administration Biden avait débloqué 370 milliards de dollars de subventions pour les entreprises américaines et les entreprises européennes qui s'installeraient aux États-Unis. Donc ça a été un moyen de séparer l'Europe de la Russie, d'essayer de faire tomber Poutine et de mettre la main sur les richesses des Européens. C'est ça. Donc c'est pour ça que mon livre s'est appelé « La guerre des États-Unis contre l'Europe », non pas la guerre des États-Unis contre la Russie. Mais c'est vrai que justement, là, tu nous as parlé d'Emmanuel Macron. Il parlait d'autonomie stratégique européenne. Est-ce que c'est encore crédible ou est-ce qu'on reste de toute façon dépendant un peu de ce que Washington décide parce que j'avais vu, en fait, 80% des armes utilisées en Europe viennent des États-Unis, de toute façon. Donc, en fait, les États-Unis décident pour nous. Finalement, que ce soit l'Europe ou la France, on n'est pas du tout souverain, en fait. L'Europe est une colonie américaine. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est une colonie américaine. Alors, le général de Gaulle a chassé les militaires américains de France, je crois que c'est en 1961. Par exemple, en Allemagne, il y a 25 bases militaires américaines. L'Allemagne est un pays sous occupation militaire américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Union européenne est une colonie. L'Union européenne, l'institution, est une création américaine. Ça a été rapporté par des archives de la CIA, déclassifiées, et rapporté par le grand reporter britannique Ambrose Evans Pritchard. On le sait depuis plusieurs décennies maintenant. C'est une création américaine. Et c'est une institution qui a pour rôle de contrôler l'espace européen et de le maintenir sous le contrôle des États-Unis. Tout comme l'OTAN d'ailleurs. Donc là-dessus, il n'y a même pas de discussion en fait. C'est un état de fait. Et puis ils se sont débarrassés des derniers chefs d'État qui étaient plus ou moins récalcitrants. Chirac est parti en 2007, remplacé par Sarkozy. Sarkozy est un homme des Américains, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ils ont placé des hommes à eux. Les grandes banques américaines comme Goldman Sachs, par exemple, ont placé des hommes à eux à la tête d'États européens, à la tête de l'État italien, pas aujourd'hui, mais Mario Monti, Goldman Sachs. À la tête de la BCE, il y a eu Mario Draghi, Goldman Sachs.
Barroso, ancien président de la Commission européenne, Goldman Sachs. Le précédent Premier ministre britannique, Goldman Sachs. Ancien Premier ministre de Grèce, Goldman Sachs. Bref. Ça fait un peu beaucoup. Voilà. Non, mais je voulais te parler de ça parce que j'avais l'impression qu'on voyait cette illustration avec le conflit israélo-palestinien à Gaza. On voyait en fait que les pays européens avaient une sorte de fracture morale. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui se positionnait, comme l'Espagne par exemple, qui s'est positionné très rapidement. Et la France, c'était un peu à tatillon, quoi. C'était, on va reconnaître l'État palestinien. Et puis après, il y en a beaucoup sur les réseaux même qui s'indignaient. Il ne faut pas reconnaître l'État palestinien, pas tout de suite. Il y a le Hamas, je ne sais quoi. Et puis derrière, en fait, chaque pays faisait un peu comme il pouvait. On sentait la peur un petit peu. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ton œil d'analyste là-dessus? Parce qu'on avait l'impression, on ne comprenait pas. Pourquoi ce conflit-là? Pourquoi ça se positionnait? L'Espagne se positionnait, la France pas. Et puis en fait, tout le monde avait un petit peu peur de dire quelque chose. On a même l'impression, on en parlait dans un podcast qui est sorti avec Karim Zeribi, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de mainmise d'Israël sur l'Europe et même les États-Unis. Je ne peux pas y croire, ça. On se disait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Et tout ce que tu nous dis là depuis le début du podcast, ça s'est illustré avec ce conflit-là. En fait, en France... disons qu'il y a un lobby pro-israélien aux États-Unis, c'est très bien documenté. Il y a aussi un lobby pro-israélien en Europe, c'est moins documenté, mais c'est quand même documenté. Il y a une étude qui a été publiée par des journalistes d'investigation et des universitaires en anglais qui s'appelle The European Union and the Pro-Israel Lobby. Vous pouvez trouver l'étude en PDF, qui est un peu la version européenne pour l'Europe du livre de Stephen Walt et John Mearsheimer aux États-Unis qui s'appelle « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine » et qui montre bien la puissance du lobby en Europe. En France, vous avez une organisation qui s'appelle le CRIF, qui prétend représenter les Juifs de France, mais qui représente surtout les intérêts d'Israël en France, et qui, tous les ans, quasiment convoque le gouvernement français et lui donne des directives sur sa politique extérieure. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est Elisabeth Lévy. Vous pouvez retrouver la vidéo sur Radio France, une émission Radio France. Elle était donc avec d'autres journalistes et ils avaient comme invité Richard Prasquet, qui était à l'époque le nouveau président du CRIF. Et elle lui a demandé: est-ce que vous allez faire comme votre prédécesseur, Roger Kuckerman, qui admonestait le gouvernement français et qui leur donnait des ordres, faites ci, faites ça par rapport à Israël, etc. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui est proche d'Israël et proche de ces réseaux-là. Et je vous renvoie aussi à l'image choquante du précédent président du CRIF, Francis Khalifa, qui, je crois que c'était en 2018, qui, à un dîner du CRIF, tenait le bras d'Emmanuel Macron. Enfin, Emmanuel Macron, vous voyez, il résistait, il essayait de baisser son bras. Et Francis Khalifa lui tenait le bras comme ça, de cette façon-là, et il l'agitait comme si c'était son pantin. C'est des images que vous pouvez retrouver. Donc il y a une pression très très forte de réseaux pro-israéliens en France, dont le CRIF, mais aussi des intellectuels, etc., et des médias pro-israéliens, sur le président de la République. Et puis je rappelle que, je crois que c'était l'année dernière, la fête de Hanouka a été fêtée à l'Élysée avec une grande menorah et avec donc Emmanuel Macron qui avait à ses côtés le grand rabbin de France. C'est vrai. Et Emmanuel Macron a allumé la menorah pour la fête de Hanouka. Donc oui, moi, je veux dire... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus C'est clair, en tout cas, ça ne se cache même pas. Quoi. Ouais, c'est vrai, voilà. C'est vrai, ça ne se cache même pas. On parle un petit peu parfois de guerre des récits, une guerre culturelle, idéologique entre les blocs, et on regarde un petit peu la manière dont les médias traitent les sujets, comme la Russie, comme la Chine. Est-ce que ça conditionne l'opinion, selon toi? C'est-à-dire que j'ai l'impression que les médias, quand on voit ça, veulent nous donner une mauvaise image, que ce soit de la Russie, de la Chine, et des BRICS en général, quoi. Il faut qu'on ait une mauvaise image d'eux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pourquoi les médias que nous, on a, traditionnels, mainstream, nous poussent
dans ce conditionnement de l'opinion comme ça? Vous avez un bloc occidental, qu'on peut appeler occidentaliste, donc pro-américain, néoconservateur, qui doit, même si on n'est plus en démocratie, elle doit quand même justifier de sa politique extérieure vis-à-vis de son peuple. Et justifier notamment des sanctions qui coûtent au peuple. Parce qu'il y a des discours quand même qui accompagnent là, les dizaines et les dizaines de milliards envoyés dans ce trou noir qu'on appelle l'État ukrainien. On ne sait pas où va l'argent. D'ailleurs, Zelensky lui-même dit qu'il ne sait pas où sont passés les milliards. Il faut bien justifier de cela. Il faut bien expliquer aux Français, aux Européens, pourquoi il n'y a pas d'argent pour eux, mais pourquoi il y en a pour Zelensky, pour poursuivre une guerre inutile contre la Russie. Et aussi, on prépare l'opinion publique à d'éventuelles guerres contre telle ou telle puissance étrangère. Contre l'Iran, contre la Russie, peut-être contre la Chine. Et même s'il n'y a pas de guerre, il faut maintenir les peuples dans un état virtuel de guerre. Même si ce n'est pas la guerre réelle, vous devez croire dans votre esprit que vous êtes en guerre, que vous êtes cerné par des ennemis extérieurs. Parce que si vous êtes dans cet état d'esprit, vous ne pensez pas à vous retourner vers votre chef d'État et lui demander des comptes. Parce qu'on ne parle pas beaucoup du bilan économique d'Emmanuel Macron, du bilan social, comme les précédents présidents. Parce qu'il y a toujours un ennemi à gérer, le terrorisme, le Covid, la Russie, l'Iran, le Hamas, tout le monde. On est en guerre permanente. C'est pour vous maintenir sous pression. S'il n'y a plus la guerre, à un moment donné, il faut, surtout si la guerre est perdue, il faut rendre des comptes. Vous faites le bilan, la facture, elle arrive. La facture arrive toujours à un moment donné. Elle arrive toujours, elle va arriver. Donc, le président actuel, il fait son possible pour se maintenir sans avoir à rendre des comptes, puis il passera la patate chaude à son successeur. Est-ce que c'est pour ça qu'on a des sortes de fuites? Des fois, tu sais, ils nous disent que les hôpitaux, par exemple, ont reçu des informations comme quoi il fallait se préparer à recevoir des blessés, 100 par jour, je ne sais même plus le chiffre exact, mais il y a ce genre d'informations qui est entre guillemets fuite. Ouais. Pour moi, ce n'est pas vraiment des fuites, mais on va dire que je suis complotiste. C'est des fuites qui ont vraiment lieu. Est-ce que c'est des menaces réelles ou c'est comme tu dis, il faut qu'on nous garde en alerte? Il y a toujours un truc qui se passe, c'est pas ma faute. La dette explose, etc. Mais c'est pas ma faute. C'est pour vous maintenir dans l'ambiance de guerre permanente. Que vous craigniez une guerre à venir l'année prochaine, une invasion russe, des missiles russes qui vont vous tomber dessus. Cette histoire de drones aussi, qui ont survolé un endroit où je ne sais plus. Le spectre de la guerre, il faut le maintenir. Vous savez, c'est un peu comme dans le roman de George Orwell, 1984, avec des grands blocs géopolitiques en guerre permanente. Et le pouvoir arrive à se maintenir parce qu'il maintient toujours dans l'esprit de son peuple la menace extérieure qui est toujours là, toujours présente. Et ça, c'est le propre des pays qui sont en grave crise de régime et même crise de légitimité. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, je veux dire, ils devront rendre des comptes et que leur pouvoir ne tient plus à grand-chose en réalité. Quand vous infligez des sanctions économiques pour faire tomber un pays, mais qu'il en sort plus fort, à savoir la Russie, mais que vous-même, vous êtes impacté par ces sanctions économiques de façon très grave, là, vous vous retrouvez en danger, tout comme vous avez voulu mettre votre ennemi en danger. On peut connaître dans les prochains mois et prochaines années des chutes de gouvernement. Déjà, des chutes de gouvernement, on en connaît en France, mais même des chutes de régime. Pour clôturer un peu ce podcast-là, quel conseil, toi, t'aurais, avec l'œil très aiguisé, très factuel que tu as, aux Français lambda, en fait, à nous? Quand on regarde ce genre de contenu, là, le podcast prend fin. T'imagines la personne qui sort avec toutes ces infos qu'on vient de lui donner pendant 1h30, qui sont très importantes. Tu as au moins cité 4 livres qu'il faudrait lire et comprendre. Qu'est-ce qu'il peut faire, un Français lambda? Quel conseil tu lui donnerais? Je vois des entrepreneurs qui disent que, franchement, petit à petit, il faut partir. Parce que quoi que ce soit, le pays, un jour ou l'autre, avec la dette qui explose, on dit que la France est un grand pays, mais un jour ou l'autre, on emprunte à des taux exceptionnellement élevés. Donc,
ça, comme tu l'as dit à l'instant, un jour ou l'autre, la facture va tomber. Donc, est-ce qu'il faudrait ne plus être là quand cette facture tombera? Les gens ne peuvent pas partir, il faut être réaliste. On est plus de 70 millions en France. Tout le monde ne peut pas partir. Donc, quel conseil tu pourrais donner à chacun à son niveau, quoi? Nous, en tant que médias, par exemple, ou des Français lambda qui juste travaillent et gagnent leur salaire à la fin du mois, et ils voient qu'en fait, leur salaire brut, c'est 5 000. Leur salaire net, il est à 2500, quoi, à peu près. Donc, quel conseil, quelle vision tu aurais pour l'avenir? On ne peut pas donner des conseils généraux à une population qui est composée de classes sociales différentes, de métiers différents, etc. Moi, je suis dans mon rôle d'analyste et d'autres. Donc, j'écris, je produis des analyses, je les écris, etc. Donc, tout ce que je peux faire, c'est produire des analyses et voir aussi des solutions, mais au niveau politique. C'est ce que j'ai fait dans la dernière partie, la conclusion de mon livre « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État ». C'est le titre complet. Je propose des solutions, pas la solution, il n'y a pas de solution miracle, mais des solutions en prenant en compte l'avenir possible de la France, ce qui risque de se passer dans les prochaines années, les défis que va rencontrer l'État français à ce moment-là. Et c'est une sorte de recette une bouteille à la mer que j'ai jetée pour des futurs dirigeants politiques qui seront responsables, véritablement responsables, et qui voudront aider leur pays. Mais c'est des solutions qui peuvent être appliquées à la France, mais pas seulement à la France. Donc, moi, ce que je fais, c'est... Je ne suis pas un coach, c'est-à-dire que je ne propose pas des solutions pour telle catégorie ou personnelles, en fait. Voilà, je ne propose pas des solutions personnelles. Je travaille sur le politique et je propose des analyses politiques et des solutions qui sont politiques. Maintenant, quand je discute individuellement avec les gens, je sais pas, si je discute avec un chef d'entreprise et qui me parle de l'URSSAF, des impôts qu'il le raquette, etc., et qu'il a moyen de partir, je vais pas lui dire non, reste ici à tout prix, fais-toi raqueter par l'URSSAF et les impôts. Fais ta vie, va ailleurs. C'est ce que font d'ailleurs les gens. Les gens n'attendent pas qu'on les conseille, parce que quand on est un chef d'entreprise, on sait très bien ce qu'on doit faire. À un moment donné, quand on veut partir, on part. Et c'est ce qui se passe déjà. Les gens qui ont des diplômes supérieurs, qui ont de bons métiers, qui exercent des fonctions importantes dans la tech ou autre en France, partent. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire, parce qu'on ne peut pas entreprendre, donc ils partent. Même des gens du Maghreb, j'en connais, qui repartent. Des gens qui repartent au Maroc, en Algérie, et c'est les meilleurs qui partent. Donc moi, le conseil que j'ai à donner, surtout aux gens qui vont diriger ce pays dans le futur, c'est débarrassez-vous de cette oligarchie qui est en train de détruire l'économie de ce pays et qui appauvrit les masses. J'ai donné l'exemple de Bolloré tout à l'heure. C'est pas Bolloré qui appauvrit les masses, mais en tout cas, la situation économique de la France catastrophique profite à des gens comme lui, qui a multiplié par 3 sa fortune. Donc les milliardaires, ils sont très bien en France. La situation ne les dérange absolument pas. Ils sont très bien. Donc, lisez, formez-vous et prenez vos responsabilités. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Youssef, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager la page. Tes ouvrages sont disponibles chez Contre-Culture ? Une partie chez Contre-Culture. Vous pouvez les retrouver dans des librairies aussi, ou des librairies en ligne. Donc, si vous êtes à Paris, il y a la librairie Logos dans le 7e. Vous avez la librairie de Lorient dans le 5e. La librairie Albourak dans le 11e. La librairie de Lorient a un site internet, librairiedelorient.fr. Vous avez aussi un de mes éditeurs qui s'appelle Culture et Racines, un des derniers livres que j'ai publié, le dernier livre avec Pierre-Antoine Plavon, qui s'appelle Israël et la guerre mondiale des religions, qui est disponible aux éditions Culture et Racines. Chez Contre-Culture, le dernier livre que j'ai écrit, c'est Comprendre le conflit israélo-palestinien, qui est un gros succès. Voilà. Et vous pouvez trouver mes livres sur toutes les plateformes. En termes de réseaux sociaux ? Et la guerre des États-Unis contre l'Europe, vous pouvez le trouver sur thebookedition.fr, mais aussi la librairie de Lorient, aussi sur Contre-Culture. Voilà. Parfait. Vous tapez je mettrai tous les liens.
Ça sera plus facile. Vous les trouver sur Google. Voilà. On met tous les liens dans la description, comme ça c'est fait. Je mettrai ton Twitter, ton X aussi. Voilà, c'est le réseau. Est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux que je pourrais mettre? J'ai une chaîne YouTube où je pose des chroniques hebdomadaires. Chaque semaine, une chronique, un thème différent. Et ben voilà, je mettrai tout en description, comme ça vous pourrez suivre le travail de Youssef. Merci beaucoup en tout cas les amis, comme d'habitude, abonnez-vous, donnez-nous de la force, on en a besoin pour avoir de plus en plus d'invités de qualité comme Youssef. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt, merci.